Bonjour à toutes et à tous et merci d'avoir transplané dans ce 11e épisode du Pince Crâne. Comme d'habitude, vous pouvez commenter l'émission sur YouTube ou Facebook pour espérer être tiré au sort et recevoir un exemplaire de votre commandant en version proxy altérée. Dans cet épisode, on va parler des local game stores. Alors sans plus attendre, on détape ses landes, on pioche, c'est parti. Eh bien, rebonjour et merci d'avoir transplané dans ce 11e épisode du Pince Crâne. Dans l'émission d'aujourd'hui, j'accueille Jérémy et Maël pour parler de ces lieux où on aime tant jouer, les Local Game Stores, les LGS, qu'on appelle aussi plus modestement les boutiques de jeux. Bonjour à vous les gars, je vous remercie d'être venus. Salut. Salut. Bon, est-ce que vous pouvez vous présenter respectivement ? Alors, moi je suis Maël, je suis le PDG patron de la Case à Jeux depuis 9 ans, une petite boutique à Alès, donc dans le sud de la France. C'est là que j'ai rencontré Nox, entre autres. Voilà, la boutique a tendance à être un peu comme moi, c'est-à-dire aller un petit peu à droite à gauche. Je fais principalement du plateau, mais de la figurine aussi, du jeu de cartes, du jeu pour enfants, du jeu en bois, du puzzle, enfin un petit peu de tout quoi. Assez grand public. Donc, par contre de partout, j'aime bien que tout le monde il trouve sa place, quoi. Tout le monde arrive à s'installer, à s'amuser, à passer un bon moment, quoi. C'est un petit peu l'idée. Bon, je pense que ça ressort bien dans la communauté en tout cas. C'est plutôt accueillant. On essaye de faire en tout cas. D'accord, et toi Jérémy, qui es-tu ? Donc moi je m'appelle Jérémy, je suis responsable de la communication et du marketing pour Play-in, que certains auditeurs doivent plutôt connaître sous le nom de Magic Bazar, parce qu'on s'appelait comme ça jusqu'à l'année dernière. Donc nous on a un magasin Paris, un magasin Annecy et puis un site e-commerce où on est spécialiste de Magic d'abord et on est aussi très présent sur Yu-Gi-Oh! Et des jeux de société. J'ai eu l'occasion de passer à votre boutique à Annecy il y a encore pas si longtemps. Voilà. Bon, on sort façon de parler. On est sorti d'un confinement récemment. Actuellement, le couvre-feu vient d'être levé. Bref, on est en période de Covid. Comment ça s'est passé pour vos magasins, pour vos boutiques ? Bah écoute, moi c'est pas trop mal passé. Pour la boutique, bon ça a été un stop, hein, clairement, parce que moi j'ai pas de site web. Donc gros frein. Les aides ont fait le taf, donc j'étais pas spécialement inquiet financièrement. L'angoisse c'était plus comment ça va se passer après quoi. Le après, la reprise, est-ce que les joueurs vont venir, est-ce qu'on va réussir à relancer la dynamique, de relancer des projets et puis bon pour essayer de redémarrer le mieux possible quoi. Ok, et du coup chez Play-in, comment ça s'est passé le coronavirus ? C'est arrivé un peu d'un coup, un gros stop aussi. Nous on a la chance d'avoir une plateforme d'expédition et il y a eu quand même un énorme engouement pour les jeux de société qui a un peu pris le relais pendant un premier temps. Parce que les gens ont un peu redécouvert le fait que quand ils étaient chez eux, ils pouvaient jouer ensemble. Mais sur les jeux de cartes, sur Magic, sur Yu-Gi-Oh, il y avait quand même, nous on avait peur au départ que les gens arrêtent complètement d'acheter des cartes. Il y a eu quand même, il y a eu des éditions de très bonne qualité qui ont suivi et les joueurs étaient au rendez-vous, ils voulaient quand même avoir leurs cartes, même s'il n'y avait pas de jeu organisé derrière. Mais on est quand même très très content que ça commence à revenir. On a les premiers événements qui commencent là et le public est au rendez-vous. Ouais, clairement sur la reprise, ça suit vachement bien. Moi, je suis très content. Les joueurs sont très contents. Et il y a vraiment une bonne humeur, un plaisir de se retrouver et de rejouer quoi. Là, clairement, du coup c'est très agréable. Ouais, là les gens n'attendaient que ça. On recevait des messages. Quand est-ce que vous prenez ? Quand est-ce que vous prenez ? Ok, et durant cette période, hein, nous ici on est là pour parler Magic, est-ce que Wizard vous a accompagné ? Et de quelle façon il l'a fait ? Il y a eu des programmes un peu sympas. Sur Arena, il y avait les FNM à la maison, où chaque semaine, donc les gens étaient invités à aller sur le Discord de leur magasin de jeux, poster un screenshot, et on leur envoyait un code qui leur donne des cosmétiques dans Arena. Ça a bien marché pour continuer aussi à garder toujours cet esprit de communauté un peu actif. Wizard, ils ont quand même bien organisé les choses pour que ça se passe le moins mal possible, disons. C'est-à-dire que
Ils ont autorisé de vendre des packs d'AP alors que non, on n'a pas le droit de les vendre avant la pré-release, il faut attendre que les tournois se passent. Ils ont organisé les FNM à la maison, donc l'événement Discord où les gens peuvent jouer leur FNM sur Arena, poster leurs screenshots sur notre Discord et on leur donne un code qui donne des petits bonus. Ils ont autorisé de faire des tournois à distance. Ils ont beaucoup communiqué sur la suspension du jeu organisé, comment ça allait se passer. Ils ont fait des updates régulières. Hein, c'était un peu comme les conférences de presse d'Olivier Véran. On attendait ce qu'il allait se dire, est-ce qu'on a le droit, est-ce qu'on n'a pas le droit, etc. Mais ouais, ils ont quand même contribué parce que, évidemment, eux, ils avaient la même inquiétude que nous, hein, qui était que devient Magic dans un monde où les gens ne peuvent plus faire la partie The Gathering de Magic The Gathering, quoi. Je crois qu'ils étaient très 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 effrayés, ouais, que la communauté explose pendant cette période-là. Et du coup, ils nous ont beaucoup poussé vers Arena, quoi, justement pour essayer de maintenir le lien. Ils nous ont lâché la bride sur beaucoup de choses, hein. Tout ce qui était les cartes promo, les boosters de l'eau, etc. Enfin, à un moment, c'était vous les distribuez, de toute façon, il n'y a pas d'événement, donc distribuez-les d'une façon ou d'une autre. Quelqu'un qui vient acheter un produit, qui vient prendre un truc c'était le click and collect, hein, bah, vous leur filez un booster, ou enfin voilà, ils nous ont vraiment laissé carte libre pour utiliser tous les outils qu'ils nous proposaient en tout cas, pour réussir à maintenir le lien, quoi. Vous êtes tous les deux des boutiques WPN. Alors, qu'est-ce que signifie cet acronyme et à quoi ça sert pour une boutique d'être WPN? Alors, côté boutique, le WPN, c'était essentiellement, en tout cas, ce que j'en voyais, ça te permettait d'avoir le soutien de Wizards, de faire partir effectivement d'un réseau, d'avoir contact avec Wizards qui te fournissait déjà des lots, des produits exclusifs qu'il n'y avait que toi qui pouvais avoir, enfin, que les boutiques WPN, et un système de tournoi un petit peu organisé. Tu pouvais organiser certains tournois qui n'avaient que les boutiques WPN qui avaient accès, qui pouvaient potentiellement donner accès à d'autres tournois, donc ils pouvaient t'amener des joueurs que tu n'aurais pas forcément eu sinon, quoi. Ça donnait aussi contact, alors ça c'est plus le cas maintenant, mais avant tu avais contact aussi avec des gens de chez Wizards et qui allaient t'aider sur plein de choses en fait, pour ta communauté Magic, mais pas que en fait, même pour le magasin, moi ils m'ont donné des coups de main en termes de marketing, etc. Et c'était vraiment pas mal, hein. Ouais, voilà, c'est un ensemble, enfin c'est un réseau, c'est le Wizard Play Network, c'est tous les endroits où on peut jouer à Magic, en gros, officiellement. Donc tu as des programmes, la Friday Night Magic, le FNM, c'est un programme WPN. L'avant-première en magasin, c'est un programme WPN. Avoir des boosters promo que tu peux donner, c'est un programme WPN, etc. etc. C'est tout ce qui englobe l'activité commerciale et l'activité de jeu en magasin autour de Magic. Je crois que l'idée aussi, c'est peut-être d'avoir une espèce de marque, tu sais, de dire dès que tu vas dans une boutique WPN, bah tu sais que ça va bien se passer, tu vois. Ouais, c'est une sorte de label. Et enfin, l'idée de label, ils l'ont développé à travers le WPN Premium, qu'ils ont lancé il y a quelques années, quoi. Qui est une sorte de distinction pour les gros magasins, entre guillemets, les magasins qui respectent certains standards, etc. et qui ont quelques avantages. Et du coup, Play-in, c'est une boutique WPN Premium. Qu'est-ce que ça leur rapporte comme avantage comparé à une WPN classique? Ce qu'on va pouvoir avoir en tant que magasin premium, ça va être des plus grosses allocations. Donc l'allocation, c'est le nombre, par exemple, de titres d'avant-première que tu vas avoir le droit d'avoir pour une avant-première. Ça va être d'avoir certains privilèges comme le droit de vendre pendant les ventes d'avant-première. Donc avant la sortie officielle, d'avoir le droit de vendre des boosters collectors, ce qu'on n'a pas le droit de faire les magasins qui ne sont pas premium. Ça va être, on a une jolie plaque aussi dans le magasin. Tout un tas de petits avantages comme ça qui s'accumulent. Et en gros, c'est donnant-donnant. C'est-à-dire que nous, on fait l'effort de se mettre au standard défini par Wizard et en échange, on a ces avantages-là. Ok, d'accord. Et quel recul vous avez, vous, sur les produits Wizard? Comment ça se passe, je sais pas, lors d'une annonce d'extension ou une sortie d'extension? Comment ça se passe pour commander? Alors faut savoir que déjà toutes les commandes, en fait, on passe pas du tout par Wizards. Wizards a plusieurs distributeurs à qui ils filent les produits et nous on travaille avec ces distributeurs.
Wizards, eux, ils vont communiquer avec nous en amont, ils vont nous donner quand même les dates de préco, les dates d'avant-première, les dates avec lesquelles les previews vont commencer, etc. pour qu'on puisse s'organiser. Mais en général, nos précos, nous on les passe avant le début des previews. C'est une des difficultés justement. Oui, les gens s'imaginent souvent que les magasins ont toutes les cartes en avance ou quoi que ce soit, c'est pas le cas. Ok, d'accord. Il y a MTGA qui est sorti il y a 2-3 ans. Est-ce que vous avez senti peut-être un lâcher-prise de la part de Wizard depuis la sortie de MTGA Arena? Alors, je sais pas si... Alors oui, moi je dirais oui, mais je suis pas sûr que les deux soient vraiment liés en fait. Ou en tout cas, enfin, il y a un changement de politique de la part de Wizard, c'est-à-dire que par exemple, il y avait une branche en France où nous on avait accès et on pouvait discuter directement avec des gens. Ça a fermé. Sur Facebook, il y avait un groupe pour les professionnels qui vendaient du Magic. Il y avait un groupe français. Ça a fermé aussi. Maintenant, on va sur le groupe américain. Donc c'est vrai que selon les questions ou selon les aides qu'on pourrait avoir besoin, c'est plus dur maintenant. Donc après, est-ce que vraiment c'est un rapport avec MTGA? Peut-être qu'ils décalent un petit peu effectivement leur bille, quoi. Mais Alors là, quand j'ai posé la question, je pensais plutôt à comment dire, une baisse de population de joueurs, comment dire, un engouement qui disparaît peut-être. pas du tout. Non, moi j'ai pas vu de différence, hein. J'ai aucun joueur qui a arrêté parce qu'il y avait MTGA. J'en ai peut-être un ou deux au contraire qui sont venus parce qu'ils avaient découvert via MTGA et qui sont venus. Mais je pense pas que ça m'ait porté préjudice, hein. Ouais, exactement pareil. Le Arena, c'est pas là pour que les joueurs arrêtent de jouer avec les cartes et dépensent tout leur argent dans un logiciel. C'est un outil pour que les gens viennent vers Magic. Avant, pour apprendre à jouer à Magic, tu venais en magasin, on te donnait ton deck de bienvenue, on t'initiait, etc. C'est une démarche qui est, mine de rien, un peu compliquée. Aujourd'hui, quelqu'un, il peut apprendre à jouer à Magic chez lui sur son ordinateur gratuitement. Et ça, c'est Magic Arena. Et au bout d'un moment, il va bien s'amuser et quasi inévitablement, il y a ce désir d'aller vers l'objet physique qui est la carte de collection, la carte à jouer. Et c'est là que les gens viennent ensuite en magasin. On a eu plein de gens qui avaient arrêté il y a 10 ans, qui n'avaient plus le temps parce que le boulot, la famille, etc. Et qui ont redécouvert Magic parce que le soir, ils avaient le temps de faire une petite partie sur Arena. Et ça leur a redonné le démon, quoi. Ils sont venus en magasin et ils ont dit non mais ok, moi il faut que je retouche du carton, il faut que je revienne, il faut que je vienne jouer, pas forcément compétitivement, et c'est là que le commandeur aussi et sa popularité dont on va sûrement parler, ont joué. Et tout ça en fait, c'est pas soit tu joues sur Arena, soit tu joues papier, en fait, c'est un écosystème qui fait que nous, tous les trois présents ici, on pense Magic, on vit Magic, etc. Et Arena, ça aide les gens à vivre Magic. Ça a maintenu un lien aussi, je pense, chez certains, du coup, justement pendant la période Covid, quoi. Qui du coup pouvaient plus jouer aux cartes, qui se sont mis un peu sur Arena. Mais moi j'en ai plein qui ont joué pendant 1 mois, 2 mois de confinement et puis qui ont arrêté après et qui sont revenus en boutique super heureux, quoi. Et avec ce genre de jeu, on sait bien que c'est vraiment des jeux où plus on joue, plus on a envie d'y jouer et plus on est motivé. Et par contre, c'est assez facile quand on a commencé à décrocher justement de partir sur autre chose, hein. Et ça a permis de les maintenir un peu dedans, quoi. Pour ma part, ça a eu un petit peu cet effet-là, effectivement. J'ai eu un engouement pour Arena et son format qui ressemble le plus au Commander, c'est-à-dire le Brawl. J'ai pratiqué, puis une fois que j'ai buildé un petit peu tous les decks que le format permettait de jouer, je me suis vite lassé parce qu'effectivement, j'avais pas ce côté humain. Et même le fait qu'on puisse même pas dialoguer en fait sur cette plateforme avec notre adversaire, c'est très très frustrant pour moi parce que c'est malgré que j'aime aussi le côté compétitif de Magic, pour moi Magic c'est aussi The Gathering et je le retrouvais pas vraiment dans MTG Arena et j'en ai été beaucoup frustré. C'est pas pour rien qu'on avait le Discord en fond, hein, pendant la FNM pour pouvoir discuter justement avec l'adversaire parce que ce serait trop triste sinon, quoi. Bon, et depuis quelques années, Wizard vend maintenant directement ses produits aux joueurs via un produit que j'ai nommé Secret Lair. Est-ce que vous avez un recul à nous fournir sur le sujet? Ouais, vas-y. Moi, pas beaucoup. Je regarde ça donné.
je crois que je suis un peu comme les joueurs en fait, hein, en tant que vendeur, je le regarde comme les joueurs, c'est-à-dire que tant que c'est pas des cartes qu'on peut voir que là-dedans, c'est pas spécialement gênant. Ça fait toujours un petit pincement quand on voit que notre fournisseur quelque part se garde des produits sous le coude, qu'il n'y a que lui qui peut vendre, quoi. C'est un petit peu le petit coup de couteau, quoi. Bon, en même temps, j'ai pas l'impression que ce soit quelque chose de majoritaire ou que ça grève vraiment sur le budget de ce que les gens achèteraient sinon, quoi. Ouais, c'est un petit peu le même constat qu'on a. C'est-à-dire que leur stratégie, est, notamment quand ils ont fait les différents types de boosters qu'ils ont commencé à faire, le but, c'est pas de piquer l'argent des magasins, c'est de faire grossir le gâteau, en fait. Eux, ils sont une entreprise, ils sont là pour être rentables et faire du profit, c'est normal. Et donc, des choses comme Secret Lair, ça n'enlève rien à personne, entre guillemets, parce que c'est des cartes qui existent déjà, c'est juste des versions plus jolies, qui brillent, etc. Et bon, qui se les gardent, c'est un peu... forcément, c'est un peu frustrant, mais ça fait partie du jeu. Mais, S'ils se gardaient les boosters, là, ce serait un autre problème. alors, pour ma part, avec mon camarade Bambi, avec qui j'ai tendance à co-préparer les épisodes, on a mené une réflexion et on s'est posé la question, est-ce qu'on se procurerait plus de produits Secret Lair si ceux-ci s'ils étaient vendus en magasin. Et en discutant et en posant un petit peu la question à nos cercles d'amis et d'opposants, il se trouve que la réponse était oui en fait. C'est-à-dire que si le produit était beaucoup plus accessible, nous en fait on aurait tendance à vouloir plus se le procurer. Alors pour ma part j'ai des tendances un peu militantes et du coup le fait que Wizard bypass les magasins avec ce produit-là, ça me dérange particulièrement. C'est-à-dire que c'est un produit auquel, quand je lorne dessus et que j'ai vraiment envie de me le procurer et que je sais que ça passera pas par ma boutique, j'ai tendance à me raviser en fait. J'ai tendance à ranger la carte bleue pour ça. Est-ce qu'il y a des joueurs qui vous ont demandé ces produits ou comment dire, peut-être un petit peu par un manque d'information, se sont dit je vais pouvoir peut-être le trouver à Play-in ou à la case à jeu et au final se sont trouvés vous le faites pas? Ah mince. Je pense même qu'il y a des boutiques qui le font, hein. Je crois qui en achètent, puis qui les revendent plus cher, hein, du coup, qui font leur marge dessus, mais je crois même qu'il y en a qui le font, hein. Après, la réflexion elle est pas bête, mais je pense que pour Wizard c'est beaucoup plus compliqué que ça, quoi. C'est-à-dire que s'ils veulent commencer à le faire en boutique, il faut commencer à en imprimer beaucoup plus, il faut commencer à estimer la quantité. Là, il faut quand même voir que pour eux, c'est quand même ultra confortable comme produit Secret Lair, hein. Ils ouvrent la précommande pendant une semaine, au bout d'une semaine, on leur dit faudra en imprimer 200, on imprime 200, ils les vendent, puis c'est réglé, quoi. Si tu voulais bosser par les boutiques, ce serait plus du tout la même chose, hein. Ah, tu changes complètement d'échelle industrielle. Là, c'est un truc où, en effet, ils peuvent les enchaîner, imprimer ce que les gens veulent et emballer ses pesées, quoi. Il y a zéro prise de risque, hein. C'est vraiment... Pour ma part, c'est un peu con parce que c'est vraiment un produit qui, quelque part, j'ai envie d'offrir pour, entre guillemets, pour Noël ou voilà, globalement pour la période des fêtes, hein. Je trouve que c'est vraiment le produit idéal parce qu'on va pouvoir retrouver des cartes un peu emblématiques de Magic, dans des arts un peu collector et tout ça, un petit peu à la manière d'un From the Vault au final, qui n'est plus édité, et je trouvais que c'était un petit peu le cadeau idéal qui au final on peut pas se procurer facilement, voire même on peut peut-être louper le coche, et je trouvais ça déjà dommage pour moi en tant que joueur, et ensuite je trouve ça aussi dommage du coup pour les boutiques. Non mais pour Noël, faut qu'ils refassent les Holiday Gift Box en fait, c'est tout. C'est cette espèce de boîte de rangement là qui s'avait fait à une période. Ouais, c'est un produit qui avait bien marché, ça? Pas trop mal, ouais. Pas trop mal, et surtout en fait depuis que ça y est plus, il y a pas mal de joueurs qui me le demandent parce que tu vois, c'est une boîte de rangement qui était plutôt pratique, qui était assez jolie, et je pense que le contenu était un peu léger, c'était un peu radin sur ce qu'ils mettaient dedans, mais tu vois, justement en mettant une petite carte promo exclusive ou un truc comme ça, tu vois, ça pourrait très très bien marcher, je pense. C'est un produit qui avait bien marché chez Play-in, hein.
ces box? Alors bah ça commence à dater, hein. C'était Rose premier du nom, je crois. Kaladesh, la dernière box, je crois, Il y en non? avait une sur Kadash? Ouais, ouais, Ravnica aussi, je crois. Non, il n'y en avait pas eu sur Ravnica. Je crois que la dernière, c'était Saeli sur la boîte. Il y en avait une pour Shadow of the Innistrad. Et j'ai pas le souvenir qu'il y en avait une avant. Non, mais de mémoire, ça marchait plutôt pas mal. Après, maintenant, ils ont le Bundle Gift Edition, mais qui n'existe qu'en anglais actuellement. Mais qui est pas aussi gros quoi en termes de. Tu vois, pour ranger des cartes. Hein. Là, c'était l'intérêt, ça faisait. Enfin, les joueurs le prenaient pour avoir une boîte pour ranger un peu toutes leurs cartes quoi. Ouais, c'était une grosse boîte de rangement en fait qui faisait en termes d'espace 3 bundles à peu près, voire peut-être même un peu plus sur la longueur. Moi, c'est une boîte qui m'a duré un long moment avant que je passe en Ultra Pro, mais c'est vrai que j'avais trouvé que c'était un chouette produit. Depuis quelques années, on peut noter une hausse des produits Magic, notamment au niveau des boosters. Alors, pour ma part, ce qui me touche le plus, c'est peut-être les produits Commander aussi, qui sont plus chers d'année en année. Quel regard vous avez dessus? Bah moi on en parlait un petit peu avant, je trouve que ça. C'est discutable en fait ce côté hausse parce qu'en fait il y a effectivement ces boosters qui sont passés de 3,50 € à 4 €. Après les autres mais c'est des nouveaux produits donc on peut pas vraiment dire que c'est une augmentation, hein, vu que le contenu est plus le même. Euh, et que le produit Commander où effectivement il y a une belle hausse, là ça s'est calmé. Et à l'inverse d'ailleurs du coup maintenant ils proposent des starters qui du coup sont quasiment moitié prix par rapport aux autres. Donc ça pour le coup c'est plutôt pas mal. Ouais, c'est des produits que j'aime beaucoup aussi, les nouveaux Starter Commander. Bah, par rapport à d'autres produits qui existent, enfin je trouve que ouais Magic l'augmentation, enfin c'est pas quelque chose qui a beaucoup augmenté quand même. Je trouve qu'ils sont relativement raisonnables encore sur le tarif, hein, ça va. Ouais, sans aller dans trop de détails sur le prix de tel ou tel produit, en fait. Avant, tu avais une offre qui était très horizontale au niveau des produits Magic. C'est-à-dire tu avais le booster, le deck, le bundle, et puis basta, quoi. Là, ils sont en train de structurer pour qu'il y en ait pour tous les budgets, entre guillemets. C'est aussi pour ça que tu as tous ces différents types de boosters qui sont arrivés, que tu as des decks Commander un peu plus intéressants que d'autres, à des tarifs qui sont différents, et des starter Commander comme il y en a eu sur Commander Legend ou sur Renaissance de Zendikar, si je dis pas de bêtises. Ils sont en train de structurer pour que chacun puisse y trouver son compte à son budget et que, enfin, Magic, ça a toujours été une multitude de jeux pour une multitude de gens différents. Et l'offre produit ne suivait pas forcément derrière. Et ils sont en train de s'adapter à ça, en fait, à cette réalité. D'accord. L'abandon des Planeswalker Deck au profit de ces Starter Commander, vous pensez que c'est une bonne chose? Quelle influence ça a eu sur votre communauté, sur vos magasins, sur les nouveaux arrivants? Ah bah moi typiquement je suis assez embêté, tu vois. Autant je suis très content qu'il y ait des starters plus souvent de commandeurs, notamment j'y reviens, mais ceux à 22 € c'est un bon produit du coup pour ceux qui veulent commencer, qui ont déjà des copains qui jouent commandeur, qui veulent un deck pour jouer avec eux. Mais j'ai encore pas mal de monde qui viennent et qui me demandent des decks 60 cartes quoi. Et là en plus bah du coup ceux de 2021 sont en rupture depuis quelques temps et je commence à être embêté pour leur proposer un produit qui corresponde à ce qu'ils veulent. Et eux, c'est soit un petit groupe de joueurs, donc quelques-uns ont des vieilles cartes, ont des decks encore en 60 cartes, et ils veulent juste jouer entre eux. Soit ça peut être un papa qui veut initier ses gamins, et bah, faut que le commandeur, pour commencer, c'est un peu raide, quoi, 100 cartes différentes, avec plein de pouvoirs de tous les sens, enfin, bon, bref. Et bah pour eux, du coup, je trouve qu'il manque un produit. J'aurais bien aimé que Donjons et Dragons, par exemple, revienne avec 5 nouveaux Planeswalker deck, quoi. Tu vois, juste une fois par an, une petite fournée de 5, un de chaque couleur, et j'aurais bien aimé. Et toi, Jérémy, du coup, tu regrettes les Planeswalker Deck dans ta boutique? C'était un très bon produit. Les Planeswalker Deck, aujourd'hui, ils ont une alternative principale qui est le Starter Kit, qui a un prix d'évitant toute concurrence, où tu as 2 decks prêts à jouer, le livret de règles, etc. Pour apprendre à jouer à Magic 60 cartes, c'est très très bien. Mais clairement, ils essayent de plus en plus de faire du Commander la porte d'entrée de Magic. Et ce qu'il faut reconnaître, c'est que pour l'instant, les faits leur donnent raison, puisqu'il y a de plus en plus de joueurs qui viennent à Magic parce que leurs copains jouent en Commander et qu'ils les amènent à une soirée Commander, etc. Donc, et ce qu'on peut se dire aussi, c'est que
une des façons d'apprendre à jouer à Magic 60 cartes, il y a un tutoriel gratuit en ligne qui s'appelle Magic Arena, quoi. Mais ce tutoriel-là, il permet pas de jouer en commandeur, alors que le produit d'entrée qu'il propose, c'est du commandeur. J'ai l'impression de voir un paradoxe. Un paradoxe, je sais pas, mais bon, Magic, c'est un jeu complexe. En fait, l'important, c'est que les gens accrochent au principe de base, qu'ils comprennent un petit peu comment ça fonctionne, les différents types de cartes, les tours, la structure de tout ça. Et ensuite, qu'ils trouvent leur voie. Tu vas avoir des gens qui vont pas du tout être attirés par le commandeur et l'aspect multi, un peu casu, etc. D'autres, au contraire, qui vont adorer ça. Et en ce moment, un des leviers de croissance de Magic, c'est plutôt les gens qui adorent ça. Alors qu'au contraire, t'en as qui vont préférer le plus sérieux, compétitif, etc. Les formats 1v1 à 60 cartes, le standard, et tout ça. C'est un paradoxe dans la mesure où ouais, Magic, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, c'est plein de jeux en même temps, mais ça reste une multitude de portes d'entrée vers le même système de jeu, quoi. Et tu parlais un peu plus tôt de la diversité de produits, de Wizard qui structure à travers son offre. Du coup, on en a de plus en plus. On a des collector boosters, des set boosters, des draft boosters qui sont les boosters qu'on connaissait jusque-là. Est-ce que vous arrivez à vous y retrouver? Est-ce que vos clients arrivent à s'y retrouver? Est-ce qu'il y a des succès et des échecs parmi eux? Alors, c'est pas toujours évident de s'y retrouver, notamment parce qu'ils multiplient les versions alternatives, les versions foil, foil edge, etc. Donc c'est pas toujours... C'est les compositions qui sont très très dures, quoi. Ouais, et c'est jamais pareil d'une édition sur l'autre, etc. Ce qui est, à mon avis, un choix délibéré pour toujours garder de la fraîcheur et de l'esprit de surprise et pas que ce soit prévisible d'une édition sur l'autre à 100%. Mais cette offre-là, elle est compliquée, elle complexifie le fait. Maintenant, c'est plus juste, il y a le booster, mais elle répond vraiment à un besoin, à une envie qu'il y avait chez les joueurs. Et on le voit aujourd'hui, le set booster, le booster d'extension, c'est en train de rattraper le booster de draft classique. Donc c'est bien qu'il y avait cette envie de juste ouvrir un booster et de prendre du plaisir à découvrir des cartes stylées, des cartes variantes, peut-être la possibilité d'avoir une rare ou une mythique en plus dans le booster, etc. Au-delà de juste entre guillemets, hein, le booster de draft où on l'utilise pour faire son CD ou faire son draft entre potes. Donc là, ils ont bien étudié en fait le pourquoi les gens ouvrent un booster. Et tout ça tombe pas du tout par hasard, hein, ça fait des années qu'ils bossent dessus. Et ils ont bien analysé le collector booster notamment. Nous, on avait vachement peur au départ de se dire, mais attendez, c'est un booster qui est quand même à un niveau de prix qui est bien plus élevé que le reste. En fait, ça a trouvé son public de gens qui adorent ça, d'aller ouvrir des cartes qu'on ne peut pas avoir ailleurs, d'avoir que des foils, d'avoir la possibilité d'avoir le coup des archives mystiques alternées japonaises. C'était super, nous, d'un point de vue commercial, parce que ça a aidé à vendre aussi l'édition Strixhaven, mais les joueurs, ils étaient ravis d'avoir ces choses-là, ces cartes qui étaient aussi uniques dans leur booster. Ok, et toi Maël, du coup, ces produits-là? Du coup, moi, comme je disais, hein, alors je m'y retrouve, mais j'arrive à très vaguement, c'est-à-dire que j'arrive à dire, voilà, le set booster, c'est plus quand tu as envie de craquer un booster. Le collector booster, c'est quand tu veux des foils, mais effectivement, la composition exacte, j'ai renoncé. ça change à chaque fois, et puis c'est vraiment compliqué à expliquer. Après, en général, ça suffit au client, c'est-à-dire que souvent, tu lui dis, voilà, celui-là, c'est pour si tu veux pimper ton deck, tu veux plein de foils, tu veux des trucs très jolis. Celui-là, c'est si juste tu as envie de te faire plaisir vers un booster. Et en général, avec cette description-là, en fait, ça suffit à orienter un petit peu les clients, quoi. Je suis assez d'accord, le set booster, ça marche très très bien. Dans la boutique, le collector booster, un peu moins. Il y a quelques joueurs qui aiment bien. Enfin, c'est un temps en temps, quoi, plus. Voilà, c'est pas, je trouve ça pas comme un gros succès. Mais je crois que là, ça dépend vraiment des boutiques, hein. Tu me confirmeras, Jérémy, peut-être. J'imagine que chez vous. Ouais, nous, c'est un peu... t'as les gens qui sont des gros collectionneurs qui vont aller acheter ça à la boîte de 12 directement. Et puis t'as les gens qui sont de passage, ils veulent un booster. Et c'est un peu le petit plaisir qu'ils se font une fois par semaine, une fois tous les 15 jours, de passer et de se prendre un booster collector. Ouais, voilà, moi je le vends plus comme ça, ouais.
Et alors la question que je me posais moi par rapport à ces produits, euh, alors c'est très très dur je trouve à estimer parce que en même temps Magic a explosé, donc on en vend forcément globalement de plus en plus. Mais est-ce que tu vois, j'ai l'impression de vendre moins de draft boosters qu'avant, mais plus de set boosters. Donc est-ce que juste tu vois la clientèle se décale pas, ou est-ce que tu vois vraiment on en vend plus parce qu'il y a tous ces produits? C'est une question sans réponse, hein. Ouais, c'est difficile à évaluer, c'est sûr, étant donné la grosse croissance de Magic. C'est pas évident. Et sinon, vous, en tant que boutique, est-ce qu'il y a un produit que vous aimeriez revoir ou peut-être un produit qui, selon vous, manque encore dans cette gamme? Les Planeswalker Deck, du coup, peut-être? Non, honnêtement, là, comme ça, maintenant, l'offre, elle est quand même sur une édition. Il faut bien se dire que tu as le booster de draft, le booster d'extension, le booster collector, les 6 boosters à thème, le bundle, le pack d'avant-première, les decks Commander, à chaque édition. Et Mm. Horizon du Moderne, ça a eu le droit aux 3 types de boosters, au pack d'AP, au bundle. Ouais, effectivement, Donc, c'est plutôt ça chargé. commence à faire beaucoup. Mm. Et on n'a pas parlé du coup des boosters à thème. Vous avez quoi comme regard dessus? Ça a marché pas trop un peu? Ouais, les boosters à thème, c'est très en demi-teinte. Parce que c'est un peu un positionnement. Enfin, ils sont un peu pris en tenaille. Parce que c'est pas pour les tout nouveaux joueurs, parce que c'est quand même. Faut quand même aller ajouter des terrains de base pour faire ton deck. Il faut déjà savoir quelle couleur tu préfères, connaître un peu les règles. Et en même temps, dès que tu es un joueur un petit peu confirmé, les cartes vont pas être d'une qualité suffisante pour que tu ne veuilles pas juste prendre un deck préconstruit et l'améliorer. Donc c'est un positionnement qui est difficile à tenir. Alors on a nous, de temps en temps des joueurs qui disent voilà, moi j'aime bien jouer bleu, donc donnez-moi que des cartes qui sont bleues. Donc là, pour eux, c'est le booster à thème, c'est sûr. Mais ça reste assez minoritaire. Ouais, je suis assez d'accord, hein. Moi c'est un produit, moi j'ai arrêté de le faire. Euh, tout bêtement, je pense que le produit est... il manque une rare dans le booster en fait, tout bêtement. Si on me disait, voilà, pour un peu plus que le prix de deux boosters, t'as tes deux rares et t'as un truc de couleur, je pense que ça fonctionnerait. Parce que le discours auprès des débutants, il marche en fait, hein, je trouve. J'ai des débutants qui viennent et qui me disent, moi je voudrais, moi je joue rouge, qui est-ce qui a du rouge, et j'aurais envie de leur proposer ça, mais voilà, je l'ai plus rentré parce que c'est colisé et après ça te reste sur les bras, quoi. Euh, mais finalement, je trouve que t'as aussi bien fait de leur proposer deux boosters, quoi. Et ils repartent aussi contents. Ok. Alors pour finir sur les produits Wizard, est-ce que vous avez quelques mots à dire sur les spellbooks qui sont des sortes de comment dire secret lair un peu étranges et même Commander Green qui sont alors c'est étrange parce que ces produits-là pour moi se présentent de la même façon mais ils ont à la fois pas tout à fait le même public et pas le même attrait. Est-ce que vous pouvez me confirmer, m'infirmer ça? Euh, Moi, ça n'a pas du tout marché, hein, les spellbooks. Euh, alors il y a plusieurs choses. Déjà, on les a commandés, on commandait sans avoir les previews, donc du coup, bon, pas évident d'estimer justement l'attrait que ça allait pouvoir avoir, quoi. Wizards a joué le jeu parce que ça montait en intérêt, quoi. Le celui de Jace était un peu faiblard, celui de Gideon était un peu mieux, Chandra était encore mieux, donc ils ont compris un peu d'où venait le problème, quoi, hein. Ça n'a jamais trop trouvé son public, quoi. Donc ce que tu es en train de me dire, c'est que tu as commandé un produit sans savoir vraiment ce qu'il y avait dedans. Comment t'as en ça, ils t'ont lâché un petit texte de présentation? Enfin, comment dire, comment on présente à une... Enfin, moi demain je suis fournisseur, et je veux que les boutiques commandent mon produit. J'essaye de faire en sorte qu'il soit pertinent. Enfin, comment ça t'a été présenté? En fait, on a eu le même texte que ce que vous aviez sur le site, quoi. C'est-à-dire que c'était un produit qui allait remplacer plus ou moins les From the Vault, qui était maintenant centré sur un Planeswalker,
où on allait avoir que des cartes un peu emblématiques du Planeswalker, avec une skin voilà, alternative, etc. Voilà, c'est un peu c'était la présentation générale qu'on trouvait sur leur site en fait. Et globalement on avait ça. Ok, toi Jérémy? Ouais, les spellbooks, ça a marché gentiment, quoi. Ça a pas été un truc incroyable. Après, les gens étaient contents d'avoir ces coffrets. Ils ont, comme tu dis Maël, ils ont joué le jeu au niveau des cartes qui sont mises dedans. Bonne carte. Commander Collection, c'est une autre expérimentation qu'ils ont faite, avec la version normale et la version foil qui était réservée au magasin premium. On parlait des avantages tout à l'heure. Le coffret Commander Green, il existe en version foil uniquement pour les magasins premium. Mais voilà, ça c'est des trucs qui tentent un peu, à gauche, à droite. Il y a plein de trucs comme ça qui sont un peu tombés dans les oubliettes de l'histoire, si tu veux. Les Arch Enemy, ils ont essayé un truc. Les boosters Two Foil à l'époque de Alara, ils ont essayé des trucs. Ça prend, ça prend pas. Alors du coup il y a 2 questions qui me viennent. Est-ce que... alors moi j'ai l'impression, mais après je suis biaisé, hein, je joue beaucoup en Commander, j'ai l'impression que Commander Green a eu plus d'attrait qu'a pu avoir Spellbook. En tout cas je connais pas mal de gens dans mon cercle qui se sont pris un Commander Green, voire même qui en ont acheté en rap pour pouvoir l'offrir. Est-ce que c'est une fausse impression de ma part? Là comme ça j'aurais tendance à dire oui. D'accord. Ok. Mais après je dis peut-être des bêtises, j'ai pas les chiffres sous les yeux. Je pense notamment au... Comment dire, dedans il y a deux gros reprints qui sont Bibliothèque Sylvestre et Worldly Tutor. Worldly Tutor qui n'a pas été réédité depuis un peu plus d'une dizaine d'années. J'irai pas me lancer dans des chiffres exacts, mais en tout cas je me souviens de la vieille version bord blanc de Mirage. Non, Mirage c'est peut-être pas bord blanc, mais en tout cas il en existe une version bord blanc. C'était une carte qui était très demandée, du coup qu'on retrouve exclusivement dans ce pack. Du coup je pense qu'il y a pas mal de boîtes qui en sont vendues. Après peut-être que ça n'a pas si bien marché que ça, peut-être que les joueurs se sont gardés de leur ancienne version. Et la deuxième question qui me venait en tête... Juste sur le Commander Collection et les Spellbooks, c'est pas que ça n'a pas bien marché. C'est juste que c'est des coffrets un peu premium pour une certaine sous-catégorie de joueurs de Magic, quoi. Ok, bon bah, autant pour moi. La deuxième question qui me venait en tête, c'était... T'as cité les arch-ennemis, même... comment dire, ce qu'ils avaient fait au moment de Theros, premier bloc. Je pense au fight versus la Horde, versus Xenagod. Je pense que ces produits-là, si aujourd'hui ils étaient un peu plus mis en avant avec la popularité qu'a le Commander et le Magic Casual de manière générale, je mettrais, bon pas ma main à couper, mais je mettrais une petite pièce sur le fait que ça rencontrerait un meilleur succès si la communication autour de ça est bien faite. Ouais, c'est pas impossible. Hein. En tout cas, moi, je serais plutôt friand. D'ailleurs, je dis peut-être des bêtises, mais il me semble que typiquement les cartes de Planechase, qui est du coup un format un peu fun qu'avait fait Wizard avec des cartes spécifiques, où on lançait un dé et en fait ça nous emmenait dans un nouveau plan, et du coup la partie avait une règle additionnelle qui changeait. Le déplanaire. Ouais, le déplanaire, tout à fait. Actuellement, ces cartes-là, à la vente dans le marché secondaire, il me semble qu'elles ont pris un petit gap, comme quoi ça, il y a un attrait qui s'est renforcé sur les modes de jeu alternatifs du Commander. Je serais pas étonné que demain, si un de ces produits était soit réédité ou si un nouveau produit du genre était édité, je serais pas étonné que ça rencontre un succès, dans la mesure où c'est poussé par Wizard, mis en avant. Encore une fois, peut-être pour la période de Noël. Je pense que c'est des boîtes ou des coffrets qui marchent très bien. Ouais, Noël ou l'été, quoi. Ça peut être un bon produit. Moi, c'est des trucs que j'ai en boutique, en fait. J'ai gardé, j'avais une horde de chaque. J'ai gardé les Planechase.
Et ouais, régulièrement des joueurs qui s'installent à une table et qui en prennent un et puis qui jouent. Alors, il y en a qui aiment bien, il y en a qui aiment pas, hein, mais il y a des adeptes. Ouais. Mais ouais, là, avec la popularité du Commander, ça ne m'étonnerait pas qu'on voit arriver des variantes. Bon, ils ont tenté le Brawl. Malheureusement, le Brawl en physique, ça n'a jamais pris. Alors que c'était une bonne variante. Mais il y a un an, on avait Jumpstart qui sortait. Qui est quand même une expérience assez étonnante, quoi. On ne s'attendait pas à ce qu'ils nous sortent un truc comme ça. Et ça, alors que c'est sorti dans des conditions quand même pas évidentes du tout, ça a très très bien marché. Moi personnellement, l'expérience Jumpstart, j'ai pas eu vraiment l'occasion de la vivre. Je pense que j'en suis pas le public cible de toute façon. Moi, le seul attrait que j'ai vraiment trouvé à Jumpstart, c'était ses cartes exclusives. Et du coup, bah, ça me fait rire un peu jaune parce que au final, les bonnes cartes, voire les très bonnes cartes exclusives qu'on trouve dedans, au vu du peu de nombre de fois dont les boosters ont été ouverts, bah, ça a créé des prix incroyables. Je pense notamment à l'Azorus Rider, l'elfe pour 1 mana qui rend les elfes incontrables. Moi, c'est un produit qui m'a un peu refroidi. J'étais un peu mal à l'aise avec ce produit-là. D'autre part parce qu'il s'incorporait dans aucun format à part au final le commandeur, c'est-à-dire que demain au final un joueur qui est en 60 cartes, bah, au final j'ai peur qu'il en ait un peu rien à faire de ça. En fait, il y a ce mix un peu, bah, tes cartes tu peux les garder pour le commandeur, mais par contre tu vas pas la partie tu vas pas la découvrir comme un format commandeur. Enfin, ça avait le cul un peu entre deux chaises pour moi, je savais pas vraiment quoi en penser. Ça, c'est quand même souvent qu'ils font des extensions comme ça, genre t'avais Battle Bond, t'as les Unstable qui pareil passent par aucun format, Arch Enemy pareil passé par aucun format, tu vois. Enfin c'est pas la première fois en fait, qu'ils font quelque chose comme ça quoi. Ouais, Mais d'accord. moi sur le papier au contraire j'étais hyper enthousiaste, enfin je trouvais l'idée vachement drôle hein. Euh, Après il y a eu tellement de soucis d'impression, enfin pour se fournir, je pense quand même qu'il n'y a pas eu énormément de quantité, je sais pas combien de boîtes sont arrivées en Europe, mais moi j'ai pas pu en avoir beaucoup. Euh, Donc je pense que c'est plus ça qui cause maintenant le problème de prix des cartes, hein. C'est qu'il n'y en a pas eu tant que ça. Est-ce que Wizard n'a pas imprimé assez ou est-ce que c'est des soucis d'impression qui ont eu tout bêtement ou... Ça je sais pas, hein, mais sur le papier le produit il était cool moi je trouvais. Au contraire. Ils ont pas peur de tenter des trucs. Jumpstart, il y a Mystery Booster. Mm. Ah, Quand même un pari assez osé, quoi. Mystery Booster, j'ai d'excellents retours sur ce sujet. J'ai eu moi-même eu l'occasion de faire un draft en GP dans ce format-là. C'était vraiment un régal. J'ai des excellents retours. Et puis je pense que c'est aussi avec l'attrait du Commander, c'est une édition dont le format a besoin. L'attrait du Commander a fait qu'il y ait eu énormément de demandes pour une offre qui au final est restée la même. Mystery Booster a donné un petit coup de soufflet à ça, dans lequel il y avait énormément de cartes qui étaient jouées en Commander, qui du coup se sont trouvées une nouvelle édition. Je pense qu'en termes d'expérience de draft et aussi de nécessité, je trouve que c'était une bonne chose. Et j'aimerais beaucoup qu'il y ait un Mystery Booster 2 ou simplement que ce qui a été édité soit renforcé, réédité. Ils vont refaire la version convention qu'il y avait eu. Ouais, effectivement, ouais, j'ai vu ça passer sur les internets. Ouais, ils vont faire ça. Il y a The List, qui est une de leurs autres façons d'injecter des cartes comme ça dans le circuit. De toute façon, ils ont bien conscience qu'il y a besoin de rééditer des cartes, notamment pour le commandeur qui veulent pousser en avant. Et donc du coup, ils tentent plein de trucs pour en rééditer à droite, à gauche, d'une manière ou d'une autre, quoi, hein. Donc là, c'est The List pour réussir à faire suivre leur circuit standard et sortir des cartes, justement, rééditer des cartes en même temps, quoi, sans perturber le standard. Mais Mystery Booster, c'était une réussite sur tous les plans, quoi. Je connais personne, les drafteurs ont été super contents d'ouvrir leur boîte, de les drafter. Ceux qui aiment bien ouvrir des boosters, ils étaient super contents. Je connais personne qui est revenu me dire qu'il était pas content de sa boîte, quoi. Et ça arrive jamais ça d'habitude. Là vraiment, totale réussite quoi. Ça c'était super. Ok. Je vais vous proposer maintenant de nous parler de vos communautés. Est-ce que vous pouvez nous les présenter? Quel type de joueurs vous avez qui passent chez vous?
Alors nous, on a la chance d'avoir plusieurs communautés, d'une certaine manière, puisqu'on a, ça va du plutôt casual, détente, joueur de commandeur, entre guillemets, où nous on fait une soirée de commandeur par semaine qui pré-Covid était complète à 50 places à peu près. Et là on va augmenter quand les jauges seront parties. Et on sait que les gens seront au rendez-vous. Et on faisait une soirée commandeur par mois à 70 personnes qui était complète aussi. Donc on a Multi à chaque fois. Ouais, commandeur multi. Ouais. D'accord. Grosse communauté autour de ça qui est là juste pour passer un bon moment sans trop de compétitivité, quoi. On a aussi une bonne communauté compétitive autour du Legacy, autour du moderne, standard. On avait un petit embryon de communauté pionnière. J'espère que ça va repartir parce que c'est un format qui vraiment assez mérite, le pionnier. Et puis on est un peu spécialisé dans les formats Eternal. Nous on a organisé plusieurs Eternal Weekends. On a fait les bazars of Moxen pendant plusieurs années, les BOM. Donc tout ce qui est vintage, legacy, même old school. On a organisé en partenariat avec les gens qui gèrent ça en France, on a organisé les nationaux de old school. Donc là, on est sur on parlait tout à l'heure des différentes niches et des sous-communautés. Là, les gens qui jouent en Alpha 40 ou en old school, là, on est sur de la sous-communauté, de sous-communautés. Mais c'est des gens qui ont une passion qui est fascinante. Moi de mon côté, c'est plutôt casual, donc beaucoup de commandeurs multi. Vraiment, déjà avant, et là en plus que Wizards le pousse, du coup ça s'impose vraiment comme le format qui est le plus joué à la boutique. À côté de ça, il y en a quelques-uns du coup qui font du commandeur multi, qui font un peu de 1v1 aussi, et une petite communauté standard. Voilà. Après souvent c'est les mêmes joueurs qui vont un peu de l'un à l'autre. Dans tous les cas c'est plutôt casual. Ça n'empêche pas de faire son mieux, mais voilà, c'est vraiment très très bon enfant. Après c'est vraiment, je pousse aussi dans ce sens-là, et donc c'est vrai que qui se ressemble ça semble, quoi. Je veux dire, on va faire venir un peu les gens en boutique qui vont se sentir bien et qui vont réussir à s'intégrer, à qui la mentalité de la boutique correspond, quoi. Okay. À... Moi ma question était parce que je parlais de nos communautés un peu compétitives qui allaient jouer plutôt sur les formats 1v1, etc. Nous on a beaucoup dans la communauté parisienne, en fait c'est pas propre à Play-in, parce qu'il y a plusieurs magasins à Paris. On a pas mal de gens qui sont ce qu'on appelle un peu les grinders, les gens qui vont aller chercher les QT, les PPTQ, etc. pour aller se qualifier sur les gros tournois. Et ça, c'est quelque chose qui est en train de disparaître, à la fois parce qu'il y a eu la grosse pause du Covid et parce que Wizard a annoncé que ce circuit-là, sous sa forme actuelle, allait changer. Est-ce que toi, c'est des profils que tu rencontres dans ton magasin? Alors ouais, j'en ai forcément rencontré un petit peu. Le truc c'est que voilà, sur Paris je sais pas combien il y en a, imaginons, mais imaginons on va dire tu as 32 joueurs tu vois, réguliers, on va dire, de gros compétiteurs. Alès on va dire c'est 32 fois plus petit, donc moi j'en ai un, et du coup il se fait vite chier en tournoi. Ouais, alors après je me souviens une fois, Maël, où tu avais organisé un PPTQ et du coup ça avait ramoté pas mal de monde dans toute la région, voire même il me semble qu'il y a des gens qui étaient venus de Toulon. Ouais, les gens venaient de vachement loin, pour ça. Non, j'en rajoute un petit peu, bien entendu. C'est vrai que ça restreindrait beaucoup la communauté. C'est pas quelque chose que j'ai poussé beaucoup. On a eu une période où on avait quand même des tournois modernes avec à peu près 8 joueurs une fois par mois. Et qui étaient compétitifs. On poussait pas forcément, mais après le format veut un peu ça. Les joueurs qui jouent moderne en général aiment bien ça, ouais. Donc on était quand même... D'accord. Ça poussait un peu plus loin, ouais. Même si je restais sur quelque chose avec des lots un peu lissés, donc du coup, on n'y allait pas la rajoutant, quoi. On n'allait pas repartir avec un display, donc c'était quand même pas... Mais là, la communauté de moderne s'est un peu effondrée, et du coup, c'est pas reparti, quoi. Maël, est-ce que tu as une question pour Jérémy? Non, mais je crois que je l'ai posé tout à l'heure. J'ai posé une question qui me brûlait les lèvres tout à l'heure, et et auquel il a répondu. Mais tu vois, je l'ai oublié, je réécouterai l'épisode, c'est très bien. Et tu diras, voilà. Putain, c'est ça qu'il fallait que je dise.
Non, enfin si, j'en aurais potentiellement, enfin si on peut, enfin je sais pas si toi ça te dérange, hein, Jérémy, mais si on peut garder le contact ou un peu de fois en temps, je trouve que c'est vachement intéressant d'échanger d'expériences justement qui sont hyper différentes, tu vois, même en faisant le même métier en fait. Ouais, bien sûr, avec plaisir. Ok, bah écoutez, je suis très content d'être l'entremetteur de votre nouvelle relation. Non, mais c'est important parce que les... comment dire, il y a, bien sûr, on est entre guillemets concurrents, mais en fait, on n'est pas du tout sur le même secteur, Pas du on n'est tout, pas ouais. vraiment concurrents, et enfin, les bonnes idées, elles sont partout, si tu veux, enfin, on est tous là pour que il y ait un maximum de gens qui jouent à Magic parce que c'est un super jeu et que c'est ça qu'on veut en fait, c'est faire grossir le gâteau pour tout le monde. Donc évidemment, échanger entre magasins, c'est super bénéfique. Hmm. En fait, c'est un peu l'idée du groupe Facebook là dont j'avais parlé au début, que Wizards avait créé. Ils avaient créé un groupe Facebook qui s'appelait, je ne sais plus d'ailleurs, peut-être WPN France ou quelque chose comme ça, et où toutes les boutiques qui étaient WPN pouvaient aller discuter. S'il y en avait un qui avait des soucis, il posait une question, il y en avait d'autres qui lui donnaient des solutions, qui disaient ce qu'ils avaient fait. Quand il y en avait un qui pensait avoir une bonne idée, il en parlait aussi là-dessus. Et en fait, c'était hyper positif quoi comme échange. Et c'est vrai que ben, ça manque du coup ce truc-là. Donc, tu vois, recommencer à créer un petit réseau, ou etc. Ouais, ça peut être que vachement bien. Hmm. Je sais que vos deux boutiques font de la carte à l'unité. Comment ça se passe de votre côté? Est-ce que la hausse du commandeur a vu la vente se métamorphoser, changer? Ouais, je pense que c'est le quatrième type de booster, les cartes à l'unité en fait. Hmm. Ah, c'est intéressant. Bah ouais, carrément. Et puis le marché de la carte unité, c'est pareil que les boosters, c'est des sous-mondes aussi. Nous, nos commandes, enfin, la typologie des commandes qu'on a au magasin, elle a tellement évolué avec la montée du commandeur. Hmm. Avant, les gens ils prenaient x4 de ça, x4 de ça, x4 de ça. Maintenant, on a des trucs où tu as 50 cartes en x1 et tu fais ah bah oui, lui il est en train de se faire un deck tel commandeur ou tel commandeur. Ah ouais, ça c'est un Bruvac ça. Et c'est en fait ce qui nous a un peu mis la puce à l'oreille il y a quelques années déjà sur en fait il y a vraiment de plus en plus de gens qui se mettent au commandeur. Ça c'est le premier mouvement. Après tu as un deuxième mouvement qui est la collection de cartes plus anciennes, réservistes et compagnie, où là, bon, ça c'est une autre dynamique Hmm. qui s'est bien emballée l'année dernière aussi. Ouais, la spéculation de manière générale autour de Magic, hein. Ouais, bah t'as pas mal de gens à cause ou grâce, je sais pas, au confinement successif qui ont mis de l'argent de côté et qui voulaient investir en fait. Et il y a eu une sorte de mini-bulle en fin d'année dernière autour de certaines cartes réservistes, des bilans, des cartes gradées, etc. Enfin, tu vois le phénomène qu'il y a aujourd'hui sur Pokémon, Hmm. c'est un truc de dingue. Maël, je sais pas si t'en as dans ton magasin, mais moi j'arrive pas à les garder mes cartes Pokémon. Non, du Les gens Pokémon se Unity, ruent ça existe plus dessus. ça. Voilà, ça n'existe plus. Bah, j'imagine que ça doit vous donner pas mal de boulot, cet essor du commandeur. Notamment, ça doit vous faire fouiller de vieilles cartes qui avaient la poussière, qui prenaient la poussière depuis longtemps. Ça c'est sûr qu'on est reparti fouiller. On est reparti fouiller dans les zones co de telle ou telle édition parce que cette carte-là, dans ce deck-là, avec ce commandeur, ça marche super bien, etc. Des cartes qui n'avaient pas vu le jour depuis Hmm. des années, voire des décennies qui reviennent. Ouais. Est-ce qu'on peut dire que ça a donné, comment dire, entre guillemets, vous aviez un stock qui partait pas et qui aujourd'hui, au moins, vaut le coup d'exister et du coup, bah, vous pouvez enfin avoir un retour sur investissement dessus. Sans aller jusqu'à ces extrêmes-là, c'est sûr que ça a revalorisé une partie d'anciennes cartes qu'on avait. Ouais. Ok, et toi, la vente de cartes à unité, Maël, dans ta boutique, comment ça se passe? Moi, c'est plutôt stable. En fait, j'en ai pas tout le temps fait. Et quand j'ai commencé, c'était déjà avec une communauté de commandeurs multi qui était déjà très très implantée. Donc je vendais déjà plutôt des cartes de commandeur. Il y a eu cette petite période effectivement moderne, mais sinon ça a toujours été plutôt du commandeur. Et est-ce que le joueur qui achète des boosters et le joueur qui achète des cartes à l'unité, est-ce que c'est le même? Alors, il y a plusieurs profils. Il y a forcément ceux qui... Il y a celui qui aime bien prendre les deux. Voilà, qui aime bien faire ses decks et donc du coup qui est plutôt joueur expérimenté et du coup qui sait ce qu'il veut en fait. Et qui va se payer ses cartes unités, mais qui a cette petite nostalgie et cette envie du frisson, donc qui va se prendre un booster quand même de temps en temps.
Mais sinon, il y a les joueurs pour qui la carte d'unité, c'est le 4e type de booster, quoi. Comme on disait tout à l'heure, Wizards multiplie les produits pour que chacun ait le booster qui lui convienne. Il y en a où le booster qui leur convienne, c'est la carte à l'unité. Jérémy, t'as rien à rajouter sur la carte à l'unité? Non, c'est tout à fait ça. T'as des joueurs qui n'achètent plus entre guillemets de booster parce qu'ils sont que leur deck, etc. Après, on est entre joueurs de Magic, on sait tous que c'est quand même un des grands plaisirs de la vie de s'ouvrir un bon petit booster, donc tout le monde y passe à un moment ou à un autre. Mais c'est sûr que c'est pas forcément les mêmes gens qui vont avoir... Et puis t'as les gens qui vont garder toutes leurs cartes, t'as ceux qui vont faire tourner leur collection en échangeant avec d'autres, en les revendant, etc. T'as vraiment plein de comportements différents par rapport au rapport à la carte physique. Eh bien, on arrive à la fin de cet épisode, et comme le veut la tradition du pince-crâne, je vais vous demander si à titre personnel, récemment, vous êtes tombé sur une œuvre qui vous a plu et que vous aimeriez partager aux auditeurs. Ça peut être n'importe quel secteur. Eh ben, ça peut être un film, une série, un concert, de la musique, un bouquin... même quelqu'un qui a fait du mime dans la rue, absolument tout ce qui passe. De mon côté, j'ai le spécial de Bo Burnham sur Netflix qui s'appelle Inside, qui m'a bouleversé. D'accord, ça raconte quoi? C'est un comique, Bo Burnham, qui fait de la chanson comique depuis assez longtemps, et qui a fait un... Donc c'est un album en même temps que c'est une espèce de... long métrage, mais il l'a fait tout seul, chez lui, enfermé pendant un an. Ok, ça a l'air incroyable. C'est une plutôt bonne réflexion sur ce qu'il a ressenti et ce que le monde a été pendant cette année très très particulière. Ok. Et toi Maël, est-ce que tu as une œuvre à partager aux auditeurs? Alors en ce moment, je lis pas mal de choses, mais rien qui m'enthousiasme vraiment. Le dernier truc qui par contre vraiment m'a éclaté, c'était sur Netflix aussi, et c'était Scissor 8. C'est une espèce de manga coréen, je crois, mais je peux dire des bêtises, complètement barré. C'est un gars qui a le pouvoir de contrôler les ciseaux par télépathie, et du coup il devient coiffeur. Sauf que ça, c'est une couverture en secret. Il veut faire partie de la guilde des assassins et essayer de monter en rang dans la guilde. Voilà, ça va à 2000 à l'heure. C'est bête que ça en peut plus. Enfin, c'est génial. Je me suis régalé. C'est très jouissif à regarder, quoi, j'ai trouvé. Ouais, effectivement, je l'ai regardé aussi. Il me semble effectivement que c'est coréen. Et j'ai passé un excellent moment. Et bien du coup, c'est la fin. Merci aux auditeurs d'avoir écouté cet épisode. Et merci à vous les gars d'être venus. Eh ben merci à toi. Merci beaucoup pour l'invitation. C'était un plaisir d'échanger avec vous. N'hésitez pas à suivre l'émission et à liker la page du podcast sur Facebook si vous souhaitez intervenir et présenter un sujet qui vous tient à cœur. Je le rappelle, l'un d'entre vous sera tiré au sort pour se voir offrir une version foil altérée numériquement de son commandant préféré. Merci encore pour votre écoute, je vous souhaite plein de bons top decks et pas trop de maths, c'était le pince-crâne. Salut! Ciao! Bye bye!